Il existe un comportement bancaire banal, légal, quotidien, un comportement que des millions de personnes adoptent chaque mois sans y penser. Et pourtant, depuis moins de 3 ans, ce simple signal suffit à faire basculer un dossier bancaire dans une catégorie à part. Une catégorie interne, invisible pour le client, mais déterminante. Selon les données agrégées publiées par plusieurs autorités de supervision européennes, plus de 60% des comptes placés sous surveillance renforcée ne le sont pas à cause de fraudes avérées. Ils le sont à cause d'un comportement jugé incohérent, pas dangereux en soi, juste incompatible avec les modèles de contrôle actuels. Ces chiffres révèlent une transformation profonde. Les banques ne surveillent plus uniquement les criminels, elles surveillent les anomalies statistiques, les profils qui s'écartent de la norme algorithmique. La différence est fondamentale. Avant, un compte était surveillé parce qu'il présentait des indices de fraude. Aujourd'hui, il peut l'être simplement parce qu'il ne correspond pas au modèle attendu. Ce que presque personne ne réalise, c'est que ce mécanisme est déjà en place. Il fonctionne aujourd'hui et il s'automatise. Il n'attend pas une réforme future. Il n'est pas en phase de test. Il est opérationnel dans la majorité des établissements bancaires européens. Dans cette analyse, tu vas comprendre ce comportement précis. Pourquoi il suffit à déclencher une alerte? Comment les banques le détectent? Et surtout, quels leviers concrets existent encore pour éviter de basculer dans une zone dont on ne sort pas facilement? Et ce point change tout. Pourquoi ce sujet est mal compris? Officiellement, les banques répètent le même message depuis des années. La surveillance bancaire vise les flux illégaux, le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude organisée. Ce discours est partiellement vrai, mais il est incomplet. Il masque une réalité plus complexe. La surveillance moderne ne se limite plus au comportement manifestement criminel. Elle englobe désormais tout ce qui échappe à la prévisibilité statistique. Depuis la fin des années 2010, le cadre réglementaire européen a changé de nature. Il ne se contente plus d'identifier des infractions, il cherche à prévenir des risques potentiels. Cette distinction est cruciale. Identifier une infraction nécessite des preuves. Prévenir un risque potentiel ne nécessite qu'une probabilité, une corrélation, un écart. 3 évolutions expliquent bien ce glissement. D'abord, le durcissement progressif des obligations KYC et AML. Les établissements bancaires sont désormais responsables non seulement de ce qu'ils détectent, mais aussi de ce qu'ils auraient dû détecter. La notion de vigilance raisonnable est devenue une obligation de résultat. Concrètement, cela signifie qu'une banque peut être sanctionnée même si elle n'a pas détecté un comportement suspect. Le simple fait de ne pas avoir mis en place les bons outils de détection constitue une faute. Cette responsabilité étendue change tout. Les banques ne peuvent plus se contenter de réagir. Elles doivent anticiper, elles doivent surveiller en permanence, elles doivent modéliser le risque avant qu'il ne se matérialise. Ensuite, la montée en puissance des autorités supranationales. La Banque centrale européenne supervise directement les plus grands établissements. L'autorité bancaire européenne impose des standards communs de contrôle. Et la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment renforce cette logique. Ce niveau de coordination est inédit. Avant, chaque pays appliquait ses propres règles. Aujourd'hui, les standards se normalisent. Les pratiques s'harmonisent. Les données commencent à circuler entre institutions. Enfin, l'automatisation. La surveillance n'est plus principalement humaine, elle est algorithmique. Des modèles statistiques comparent des comportements, repèrent des écarts, classent les profils. Cette automatisation a des conséquences directes. Elle permet de traiter des volumes massifs de transactions. Elle détecte des patterns invisibles à l'œil humain, mais elle génère aussi des faux positifs. Des alertes sur des comportements légitimes mais atypiques. Le problème central est là. Un algorithme ne comprend pas le contexte humain. Il ne sait pas qu'une prime est exceptionnelle mais normale. Il ne distingue pas une vente d'actifs d'un flux suspect. Il observe simplement un écart par rapport à la norme statistique. Ce sujet est mal compris parce qu'il est souvent présenté comme technique ou exceptionnel, alors qu'il concerne aujourd'hui des comportements ordinaires. Pas des délits, des écarts de cohérence. Et c'est précisément cette banalisation de la surveillance qui pose problème. Ce qui était autrefois réservé aux dossiers sensibles s'applique désormais à tous, sans distinction, sans hiérarchisation claire entre le risque réel et le risque statistique. Comment naît une liste rouge? Il n'existe pas de liste rouge officielle au sens juridique, mais il existe des catégories de risques internes, partagées, normalisées et de plus en plus interconnectées. Ces catégories fonctionnent comme des niveaux de vigilance.
compte standard, compte sous observation, compte sous surveillance renforcée, compte en phase de blocage potentiel. Chaque niveau implique des actions différentes. Plus le niveau de risque augmente, plus les contrôles deviennent stricts, plus les délais s'allongent, plus les demandes de justification se multiplient. Voici le point clé. Les banques ne raisonnent plus uniquement en termes de montant ou d'origine des fonds. Elles raisonnent en termes de trajectoire comportementale. Ce qui est observé, ce n'est pas un acte isolé, c'est une séquence. Les algorithmes analysent plusieurs dimensions en parallèle. La régularité des revenus, la prévisibilité des dépenses, la cohérence entre les deux, la fréquence des mouvements exceptionnels, la stabilité géographique, la stabilité des contreparties, mais aussi des éléments moins évidents, le délai moyen entre un crédit et un débit, la répartition horaire des opérations, la fréquence d'utilisation des canaux numériques versus physiques, la corrélation entre les types d'opérations. Tous ces signaux construisent un profil, un modèle de comportement attendu, une empreinte statistique unique pour chaque compte. À partir de là, un modèle établit une ligne de base, un comportement attendu, statistiquement normal pour un profil donné. Cette ligne de base est dynamique, elle évolue avec le temps. Elle s'ajuste aux changements de situation, mais lentement. Le problème n'apparaît pas quand une action est inhabituelle. Il apparaît quand l'utilisateur ne réagit pas comme prévu après cette action. C'est ici que le mécanisme devient invisible. Le client n'a aucun moyen de savoir ce que le système attend de lui. Il ignore quelle réaction serait considérée comme normale. Il agit selon sa propre logique, pas selon celle de l'algorithme. Et c'est ici que le comportement critique entre en jeu. Ce comportement, ce n'est ni le montant, ni le type de paiement, ni la destination. C'est l'absorption silencieuse d'une anomalie. Autrement dit, ne pas expliquer, ne pas anticiper, ne pas recontextualiser un écart visible par le système. Pour un humain, ce silence est normal. Pour un algorithme, il est suspect. Pourquoi ? Parce que l'algorithme a été entraîné sur des milliers de cas de fraude. Et dans la majorité de ces cas, le fraudeur cherche justement à rester discret, à ne pas attirer l'attention, à absorber silencieusement des flux inhabituels. Le système ne peut pas distinguer entre un client légitime qui n'a simplement pas pensé à communiquer et un acteur malveillant qui évite volontairement toute explication. Face à cette incertitude, le modèle choisit la prudence. Il classe le comportement comme potentiellement à risque et il active une surveillance renforcée. Comment se déploie alors ce mécanisme ? 4 scénarios prospectifs. Scénario 1. Le fonctionnement normalisé. Dans ce scénario, le système fonctionne comme prévu. Un compte reçoit un flux inhabituel, un remboursement, une prime, une vente d'actifs. Le montant n'est pas illégal, la provenance non plus. Mais le système observe un décalage entre ce flux et le comportement historique du compte. Il s'attend à une réaction. Quelle réaction précisément ? Cela dépend du profil. Pour un compte d'épargne classique, un transfert rapide vers un placement, une ventilation entre plusieurs comptes, une utilisation cohérente avec l'objectif d'épargne. Pour un compte professionnel, une redistribution vers des fournisseurs, un paiement de charges, un transfert vers un compte de réserve. Le système ne dicte pas une action précise, il attend simplement une cohérence observable. Rien ne vient. Le compte est alors marqué comme passivement atypique, pas bloqué, mais suivi de plus près. Cette phase peut durer plusieurs semaines sans aucun signe visible côté client. Pendant ce temps, l'algorithme collecte davantage de données. Il observe les transactions suivantes. Il cherche à confirmer ou infirmer son hypothèse initiale. Si aucun autre signal n'apparaît, le compte peut revenir à un statut normal. Mais l'épisode reste enregistré. Il devient un élément de l'historique comportemental. Scénario 2. La surveillance renforcée progressive. Ici, l'écart se répète. Pas le même type d'opération, pas le même montant, mais la même absence de contextualisation. Le modèle considère que le client ne maîtrise pas la logique attendue, ou qu'il cherche à rester discret. Le compte entre alors dans un périmètre de surveillance renforcé. Cela implique plus d'analyses automatisées, plus de croisements de données, plus de contrôle interne, mais aussi des conséquences opérationnelles. Certaines opérations nécessitent désormais une validation manuelle. Les virements internationaux prennent plus de temps. Les retraits importants déclenchent des vérifications supplémentaires. Le client n'est toujours pas informé. Mais certaines opérations commencent à ralentir. Les délais s'allongent. Les autorisations deviennent plus strictes. À ce stade, le client perçoit des frictions, mais il ignore leur cause. Il attribue souvent ces ralentissements à des problèmes techniques, alors qu'ils sont le résultat d'une surveillance active. Scénario 3.
l'automatisation mal calibrée. Dans ce cas, le risque n'est pas intentionnel, il est systémique. Le modèle assimile un comportement légitime à un schéma problématique parce qu'il manque de contexte qualitatif. Un indépendant encaisse de manière irrégulière. Certains mois sont plus chargés que d'autres. C'est normal dans son secteur, mais l'algorithme ne connaît pas les cycles de son activité. Un salarié perçoit un bonus exceptionnel, une prime de performance, un intéressement. Le montant est inhabituel, mais parfaitement légal. L'algorithme voit simplement une rupture de pattern. Un ménage vend un actif, une voiture, un bien immobilier, une somme importante arrive sur le compte. Sans signal explicite pour expliquer l'écart, l'algorithme applique une règle générique. Résultat, une alerte automatique, une demande de justification tardive. Parfois après le déclenchement de restrictions techniques. Ce scénario illustre une limite structurelle de l'automatisation. Les algorithmes sont excellents pour détecter des patterns, mais ils sont faibles pour interpréter des exceptions légitimes. Scénario 4. L'effet inter-institutionnel. C'est le scénario le plus sous-estimé. Les informations de risque ne restent plus confinées à un seul établissement. Lors d'une ouverture de compte, d'un changement de banque, d'une demande de crédit, le nouveau partenaire financier récupère un historique synthétique. Pas le détail, mais un niveau de confiance. Ce niveau est influencé par les épisodes précédents, même s'ils ne sont jamais explicités au client. Concrètement, cela se traduit par des conditions d'ouverture plus strictes, des délais de validation plus longs, des demandes de justification plus nombreuses, des plafonds opérationnels plus bas. Une inertie se crée. Un compte ayant un historique neutre bénéficie d'une confiance par défaut. Un compte ayant un historique marqué par des épisodes de surveillance doit la reconstruire. Et cette reconstruction prend du temps. Elle nécessite de démontrer une régularité sur plusieurs mois. Elle implique une transparence accrue. Elle limite la flexibilité bancaire. Étude de quelques cas réalistes. Cas 1, le salarié stable devenu atypique. Profil standard. Revenu régulier. Dépenses prévisibles. Une prime annuelle exceptionnelle arrive sur le compte. Aucun mouvement particulier. L'argent reste sur le compte courant pendant plusieurs semaines. Pour le client, rien d'anormal. Il attend simplement de décider comment utiliser cette somme. Pour le système, une anomalie non intégrée. Pourquoi cette situation pose problème ? Parce que le profil historique du client ne montre jamais d'épargne dormante. Ses revenus sont généralement dépensés ou transférés rapidement. Cette stagnation inhabituelle crée un signal. Lors d'un virement ultérieur vers un compte externe, le transfert est retardé, puis fractionné, puis soumis à contrôle. Le client découvre tardivement qu'il est sous surveillance renforcée. Enseignement, l'absence de réaction est interprétée comme un signal. Solution alternative, un simple transfert partiel vers un compte épargne ou un message à la banque anticipant l'utilisation future aurait suffi à contextualiser le flux. Cas 2, l'indépendant régulier mais silencieux. Revenu irrégulier mais déclaré. Historique propre. Un trimestre particulièrement favorable. Flux plus élevé que d'habitude. Même secteur, même client. Aucune contextualisation, aucune anticipation. Le système interprète une rupture de rythme, même si les flux proviennent des mêmes sources, même si tout est déclaré fiscalement. Il place le compte en observation. Quelques mois plus tard, lors d'un changement de banque, l'ouverture prend un temps anormalement long. Le nouvel établissement perçoit un historique marqué. Il demande davantage de justifications. Il impose des conditions plus strictes. Il réduit les plafonds opérationnels initiaux. Enseignement. La conformité fiscale ne suffit pas à neutraliser un signal comportemental. Les deux logiques sont distinctes. La conformité fiscale répond aux obligations légales. La conformité bancaire répond au modèle de risque interne. Cas 3, l'épargnant discret, profil prudent, peu de mouvement, épargne stable. Il décide de liquider une partie de ses placements pour un projet personnel, somme importante. Aucune communication en amont. Le compte absorbe la liquidité sans ajustement comportemental immédiat. Pendant plusieurs semaines, l'argent reste sur le compte courant. Pas de dépenses majeures, pas de nouveaux placements, pas d'explication. Plus tard, une opération internationale mineure déclenche une alerte. Pourquoi une opération mineure suffit-elle ? Parce que le compte est déjà sous observation. La liquidation de placement a créé un premier signal. L'opération internationale constitue un second signal. La combinaison des deux active une alerte automatique. Enseignement, le contraste crée un signal, pas l'opération elle-même. Une communication simple aurait tout changé. Informer la banque du projet en amont, justifier la liquidation du placement, expliquer l'utilisation prévue des fonds,
Il n'existe pas de solution magique, mais il existe des axes de protection rationnels. Premier levier, la narration bancaire minimale, sans excès, sans justification permanente, mais avec des repères clairs. Anticiper les ruptures de rythme, prévenir avant, pas après. Concrètement, avant un flux inhabituel, un simple message à la banque. Avant une opération exceptionnelle, une contextualisation rapide. Avant un changement de rythme, une explication factuelle. Cela ne nécessite pas de documentation lourde. Une communication claire suffit. Deuxième levier, la cohérence visible. Structurer les flux. Ventiler logiquement. Éviter les accumulations silencieuses. Le principe est simple. Un flux inhabituel doit être suivi d'une action cohérente. Une vente génère un achat ou un placement. Un remboursement génère une redistribution ou une épargne. Cette cohérence rassure l'algorithme. Elle démontre une logique claire. Elle réduit l'opacité comportementale. Troisième levier, la séparation fonctionnelle. Distinguer les usages. Compte courant, stable. Compte de transit. Compte d'investissement. Chaque compte a une logique claire, donc lisible. Cette séparation facilite l'analyse. Un compte dédié aux revenus courants a un comportement prévisible. Un compte dédié aux transactions exceptionnelles peut absorber des variations sans créer de signal. Quatrième levier, la régularité artificielle assumée. Automatiser, lisser, créer des patterns compréhensibles, utiliser les virements programmés, automatiser l'épargne, lisser les dépenses irrégulières. Cette régularité artificielle crée une empreinte stable. Elle réduit les écarts statistiques. Elle diminue les risques d'alerte. Cinquième levier, la réduction volontaire de points de friction. Limiter les opérations atypiques sur le compte principal, isoler ce qui est variable, éviter de mélanger, flux professionnel et personnel, opérations courantes et exceptionnelles, transactions nationales et internationales. Chaque séparation réduit la complexité du profil, elle facilite l'interprétation algorithmique. Sixième levier, la documentation passive, sans transmettre inutilement, mais être capable de contextualiser rapidement si demandé. Conserver des traces simples, factures pour les opérations importantes, contrat pour les transactions exceptionnelles, justificatif pour les flux inhabituels, non pas pour les transmettre systématiquement, mais pour pouvoir répondre rapidement en cas de demande. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une dérive brutale, c'est un glissement progressif. Les banques ne cherchent pas des coupables, elles cherchent des profils lisibles. Cette nuance est fondamentale. Le système ne punit pas l'illégalité, il pénalise l'opacité. Le risque réel n'est pas l'illégalité, c'est l'opacité comportementale perçue. Et cette perception est algorithmique. Elle ne repose pas sur l'intention, elle repose sur la cohérence statistique. Ce simple comportement bancaire, laisser une anomalie sans narration, suffit désormais à créer un signal durable. Un signal discret, mais structurant. Un signal qui peut influencer les conditions bancaires futures, l'accès au crédit, la facilité d'ouverture de compte, les plafonds opérationnels. Ce mécanisme est encore mal connu, peu documenté dans le débat public, rarement expliqué de manière froide et factuelle. Pourtant, il structure déjà la relation bancaire moderne. Il définit qui peut opérer librement et qui doit constamment justifier. Comprendre ces logiques, c'est conserver une marge de manœuvre, pas pour contourner. Pour rester lisible, c'est comprendre que la transparence stratégique protège mieux que le silence. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre la mécanique réelle du système bancaire, c'était exactement l'objectif de cette chaîne. Ici, on décrypte les structures, on anticipe les effets, on évite les narratifs simplistes. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre ce qui change vraiment dans la relation entre argent, banque et institution. Les prochaines analyses iront encore plus loin dans les mécanismes que presque personne n'explique. Tu fais désormais partie de ceux qui savent.